Salut à tous, soyez les bienvenus sur Watch TV pour ce 4e numéro d'iWeek saison 3, 6 jours après la keynote qui nous a bien occupé mercredi dernier. Mais je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro d'iWeek avec des visages moins connus que d'habitude, et on est très heureux de les accueillir ou de les retrouver. D'abord, voilà, on va dans quelques instants retrouver l'un de ces visages que vous connaissez, c'est Teddy qui est en train de se reconnecter. Pas facile puisqu'on est en direct en ce mardi soir. Certains soirs, la technique n'est pas de notre côté. C'est un de ces soirs-là. Et puis, l'autre invité qui est avec nous en duplex depuis un pays voisin, c'est Mister Apple, alias Sébastien Perrier. Salut Sébastien. Ah, alors on ne t'entend pas. Avec le son, ce sera mieux. Oui, bonsoir à tous. Eh ben voilà, ça fait plaisir d'avoir du son pour pouvoir te parler. Comment ça va Sébastien ? Ça va très bien, je suis très content d'être avec vous, les iWeekiens, d'être avec des Appleiens, ça fait plaisir. Ce soir, je ne vais pas me faire démonter par Mathieu Dos Santos, que je salue. Et il est à l'écoute. Il y a un gros écho avec toi, Sébastien. J'espère qu'on va pouvoir le régler. Il est aussi avec nous, il est moins loin que toi, Sébastien. C'est un des familiers d'iWeek. Son visage ne vous est pas inconnu, mais alors ce qui m'est beaucoup moins familier ce soir, c'est la paire d'oreillettes qu'il utilise. Salut Teddy. Oui, bonsoir Benjamin. C'est un petit peu compliqué là ce soir là, donc du coup j'ai enlevé le casque et le micro. Je suis revenu des écouteurs AirPods et ça a l'air de fonctionner un peu mieux, donc bizarrement. Je t'ai charrié tout à l'heure sur Twitter en te demandant de pas oublier ton casque, mais ton casque, non, tu l'as pas. Du coup, non, en fait, j'ai obligé un petit peu de changer mon installation à la dernière minute pour être avec vous. Et donc, le casque, il n'est pas là finalement. Bon, voilà. On a tous eu un petit coup de chaud là dans les secondes qui ont précédé le début de l'émission. C'est clair. Mais on y est. Merci d'être avec nous. Si vous nous suivez comme très fidèlement chaque semaine, on attend vos tweets, vos messages sur Twitter avec le hashtag iWeekTV que vous connaissez. Et les messages ont déjà commencé à déferler. On a commencé à activer tout ça il y a à peu près 1 heure et on va se pencher évidemment sur vos questions, vos réactions en direct via Twitter, en tout cas pour cette première diffusion du mardi soir. Et puis, un troisième invité, un troisième participant à l'émission ce soir, il est en direct et en studio avec nous. Vous le connaissez sans doute si vous êtes sur YouTube, vous êtes peut-être l'un des 19 000 et quelques abonnés à sa chaîne. C'est... Jean-Baptiste Nicolet. Jean-Baptiste Nicolet, absolument. Salut Jean-Baptiste. Merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Eh ben écoute, de rien. Je me rends compte que on va tout dire. Tu es arrivé à 20h01 pour 20h, donc voilà. J'ai mal fait l'horaire, désolé. Voilà. Tout est ma faute. Et du coup, ta caméra est complètement mal réglée. Et c'est comme ça. Tu seras dans une semi-obscurité pendant 1 heure. Et il faut arriver plutôt la prochaine fois. C'est pas grave. On a beaucoup de choses à se dire, les amis. On va évidemment débriefer la keynote de la semaine dernière, mais il y a une grosse actu cette semaine puisque iOS 9 arrive demain. Alors ce serait peut-être bien qu'on en dise un mot et un peu plus que ça, parce qu'il va se passer pas mal de choses à partir de demain pour ceux qui vont faire les mises à jour. D'abord, est-ce que les uns les autres vous les avez faites avec les versions qui n'étaient pas forcément la version de demain, mais les versions bêta ou... La version développeur dès le début. Alors Jean-Baptiste. C'est ça. Dès le mois de juin, dès que la version développeur est sortie, j'ai pris la version développeur que j'ai installée sur mon iPhone. Alors dès le départ, c'était chaotique, c'est-à-dire que la batterie ne tenait pas et autres. Mais au fur et à mesure, des bêtas qui se sont arrivées, on arrivait avec une version assez stable. Et donc là, depuis juin, je m'en sers avec la bêta. Là, j'ai la bêta actuellement. C'est super stable, donc moi j'en suis content pour le moment. Bon, les amis en duplex, est-ce que vous avez déjà utilisé iOS 9, l'un ou l'autre? Non, pas du tout. Moi, personnellement, d'une manière générale, que ce soit sur iOS ou sur macOS, je n'installe jamais de bêta sur mes appareils. Donc, j'attends la sortie des versions finales. Ouais. Sébastien? Là, je suis en 9.1, mais je vais retourner en 9.0 parce qu'il y a des bugs sur la 9.1. Mais j'étais en bêta depuis le début.
Ah d'accord, la 9 est pas encore sortie, que tu es déjà en bêta sur la 9 points, petit malin. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire, puisque Jean-Baptiste est avec nous, et puisque j'aurais bien pris 2-3 minutes de plus, on va regarder ce que fait Jean-Baptiste sur Twitter. Ça va nous permettre de fignoler ce qu'on aurait dû faire avant que ça commence. C'est l'une des 228 vidéos que vous trouvez sur son compte YouTube, donc The Eye Collection. Et justement, ça concerne iOS 9, puisque ce sont 7 astuces sous iOS 9. Allez, on regarde. Premièrement, iOS 9 nécessite pas mal de place sur son téléphone et certains téléphones comme les iPhone 5C ou même les iPhone 6 Plus qui peuvent avoir que 16 Go n'ont peut-être plus de place sur leur téléphone pour installer iOS 9. Apple a pensé à vous et propose dès l'installation d'iOS 9 en fait de supprimer certaines applications qui prennent de la place, d'installer iOS 9 et ensuite de réinstaller automatiquement les applications qui avaient été supprimées, ce qui vous permet d'installer iOS 9, de perdre vos applications mais à la fin de tout ça, garder iOS 9 et avoir toutes vos applications avec vos données personnelles. Dans ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Seconde astuce qui est disponible sur iOS 9, elle concerne en fait tout ce qui va se passer avec une nouvelle application. Quand vous allez recevoir une notification par exemple, ou que vous allez cliquer sur un lien dans une application qui va vous rediriger vers une seconde application, vous allez avoir la possibilité en haut à gauche de votre téléphone d'avoir un back to l'application où vous étiez juste avant qui va vous permettre de revenir sur l'application sur laquelle vous étiez avant. C'est très pratique, ça permet de revenir tout simplement à l'application où vous étiez avant sans rien perdre, seulement en appuyant sur le petit bouton. Moi je l'utilise depuis juin dernier, je pense que vous aussi vous allez l'utiliser. Troisième astuce, elle concerne les photos, ou plutôt la bibliothèque, votre galerie de photos. Avant, pour sélectionner des photos ou en supprimer ou en envoyer, il suffisait d'appuyer sur chaque photo pour les sélectionner. Maintenant, c'est révolu. En fait, il suffit tout simplement de cliquer sur une photo et balayer toutes les photos que vous voulez prendre et ça va tout sélectionner. Suite à ça, vous pourrez les envoyer par mail, les supprimer ou faire ce que vous voulez avec, mais vous gagnerez un temps fou à faire ça. Quatrième astuce, connaître la batterie de ces appareils connectés en Bluetooth, que ce soit des casques audio comme par exemple le Zig de Parrot, que ce soit des enceintes, que ce soit l'Apple Watch, vous allez pouvoir dans le centre de notification connaître de la batterie de tous vos appareils connectés en Bluetooth. Alors, je vous entends dire ça sert à quoi? Par exemple, ici le Zig de Parrot ou même des enceintes comme la Bose Tuning Mini 2 ou la 3 n'ont pas de signal et de petit indicateur Bluetooth sur le casque ou sur l'enceinte, ce qui signifie qu'il faut approximativement connaître la batterie. Par exemple, avec le Zig, il faut avoir l'application en elle-même, alors qu'il suffit tout simplement de baisser le doigt et d'aller dans le centre de contrôle ou de notification plutôt, et vous aurez de l'information sur la batterie restante dans votre casque. C'est super pratique et moi je m'en sers tout le temps. Cinquième astuce, les notifications. De base, quand vous recevez pas mal de notifications, elles vont arriver dans le centre de notification, mais mises par date d'arrivée. Donc les plus anciennes en bas et les plus récentes en haut. Sauf qu'elles seront totalement mélangées. Vous avez la possibilité dans les réglages en fait de changer ça et de les mettre tout simplement application par application, et c'est bien pratique. Et en même temps en fait de régler quelle application vous voulez et quelle application vous ne voulez pas. C'est vraiment pratique, ça évite de rater une ou deux notifications qui étaient importantes. Sixième astuce, elle concerne l'annotation des photos dans les mails. Comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de tout simplement sélectionner plusieurs photos et ces photos vous pouvez les envoyer par mail par exemple. Ce n'est plus limité à 5 photos par mail mais à beaucoup plus, 5, 10, 15, 20. Ces photos, vous avez la possibilité, une fois qu'elles sont dans les mails, de rajouter des annotations dessus, tout simplement en appuyant fort dessus, et tout simplement vous allez avoir un menu annotation qui va arriver, vous pourrez entourer quelque chose, faire un dessin, montrer quelque chose directement dans la photo, sans passer par une application externe, et c'est plutôt pratique, et ça a le mérite d'exister. Et enfin, septième et dernière astuce que je peux vous proposer, c'est le mode d'économie d'énergie. Pour moi, c'est la plus grosse nouveauté qu'iOS 9 a installée et a inclus dans les systèmes d'exploitation mobile de chez Apple. C'est le mode économie d'énergie qui va vous permettre de gagner beaucoup de batterie. Moi, j'utilise ce mode économie d'énergie depuis juin dernier et je peux vous dire que ça m'a très souvent sauvé la vie. Apple le propose dès qu'on descend en dessous de la barre des 20%, mais vous pouvez l'activer dès que vous le souhaitez. Moi, perso, je l'active à chaque fois dans les 40-50%, comme ça je suis large de pouvoir faire ce que je veux jusqu'à Perpète-les-Avignon, jusqu'à tard le soir, au moins je suis pas en manque de batterie. Ça c'est vraiment une fonctionnalité vraiment très importante. Alors voilà pour moi mes 7 astuces concernant iOS 9, bien entendu il en existe beaucoup plus, mais pour moi ce sont les 7 principales que je pouvais vous montrer aujourd'hui, qui vont très certainement vous être utiles dès la sortie donc d'iOS 9 sur vos iPads, vos iPhones, ainsi que vos petits iPod Touch, ne l'oublions pas. Maintenant, est-ce que vous avez déjà testé iOS 9 avec la version bêta développeur ou bêta public qui a été sortie en juillet dernier? Dites-moi dans les commentaires si vous avez une application, une fonctionnalité. Voilà ce que ça donne donc Jean-Baptiste, The Eye Collection. Un mot Jean-Baptiste de ce que tu fais, raconte-nous un peu comment tout ça a démarré. Alors j'ai commencé en 2011
sur YouTube. Donc j'étais plutôt jeune à l'époque sur des tests de produits high-tech. Et de fil en aiguille, en étant passionné, j'ai continué. J'ai vu que les vidéos prenaient. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui à quasiment 20 000 abonnés et à partager ma passion avec le monde entier. Bon, passion pour le monde Apple uniquement Pas que le monde Apple, il y a principalement le monde Apple parce que j'ai baigné dedans depuis longtemps, mais il y a toutes les marques. Voilà, je ne reste pas cloîtré à une marque parce que je pense et je trouve que toutes les marques ont leur chance. C'est que plus on peut tester de marques, en fait, plus on a un avis objectif et mieux c'est après pour le futur. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus et en complément d'iWeek évidemment, abonnez-vous à la chaîne de Jean-Baptiste sur YouTube. Donc iOS 9 demain, c'est comme une grosse journée, hein, vu le parc d'appareils sous iOS en circulation à l'échelle mondiale et puis aussi en France. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, chers amis, à ceux qui envisagent de faire la mise à jour dès demain? Déjà, ouais. Alors, est-ce que Sébastien ou Teddy, vous avez des conseils à nous donner? Moi, personnellement, je ne la ferai pas demain, si j'étais vous. En fait, j'attendrai un petit peu. La prudence. Ouais, moi, je sais que personnellement, je les installe jamais. Non seulement j'installe jamais les bêtas, mais même une fois que la version finale est disponible, j'attends toujours plusieurs jours avant d'installer. Je fais ça tranquillement, ça prend beaucoup moins longtemps. Ouais. Du coup. Sébastien? Une sauvegarde iCloud ou une sauvegarde iTunes, parce que c'est rare, mais ça peut arriver. C'est-à-dire, explique-nous. Si tu sauvegardes pas ton appareil et puis disons qu'il y a une erreur pendant la sauvegarde justement puisque l'internet mondial va être bombardé, eh bien, vaut mieux pas bombardé, il va être mis à rude épreuve, on va dire. Il faut être précis. Bombarder, en ce moment, c'est des mots qu'il faut utiliser de manière un peu... Oui, c'est vrai. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y aura beaucoup de monde qui va télécharger en même temps iOS 9 demain, donc l'Internet sera sollicité, les réseaux seront sans doute assez chargés. C'est pas pour ça qu'on risque des problèmes. Non, pas avec Apple. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver avec une mise à jour comme ça d'iOS quand on l'a fait sur son iPhone ou sur son iPad? Tu dis comme problème? À quel risque on s'expose, ouais. On s'expose à pas grand-chose. Si on a un appareil récent, en tout cas, on n'aura pas trop de problèmes. Après, c'est sur les anciens appareils, des fois, eh bien, il y aura peut-être des ralentissements, quoi. Il faudra savoir si vous voulez vraiment passer à iOS 9 ou pas. Ah, alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on a intérêt, à partir de quelle génération, de quel iPhone, iPad, on a intérêt à faire la mise à jour ou pas? Je crois qu'il y a que le 4, c'est jusqu'au 4 maintenant qu'on peut faire la mise à jour, il me semble. Ouais. Si je dis pas de bêtises, Jean-Baptiste. Et il y a quelque chose à noter, c'est que iOS 9, normalement, sort demain à 19h. Donc il ne faut pas tout le temps se précipiter toute la journée à rafraîchir son téléphone pour voir si la mise à jour est disponible. Chaque année, ça sort aux alentours des 19h. Donc en France, demain, ça devrait être normalement aux alentours des 19h également. Mais ça ne sert à rien de se précipiter dès 19h à mettre l'application, à essayer de mettre en ligne. On peut très bien le faire le lendemain matin. Il y aura beaucoup moins de monde et ça sera beaucoup plus rapide à mettre à jour. Voilà. On a beau adorer Apple, on n'est pas obligé de la récupérer dans la seconde où elle sort. Hein. Non, mais par contre, une des particularités d'iOS 9, c'est justement d'être une version assez légère. Donc, je veux dire, si votre appareil est compatible pour la recevoir, il n'y a pas vraiment d'hésitation, installez-la parce que c'est beaucoup plus léger que les versions précédentes. Hein, donc, léger en poids, tu veux dire? Léger en poids? Ouais, ça fait, je sais plus combien. Mais même en système, je pense, un petit peu peut-être. Comment? Le système doit être plus léger que iOS 8 aussi. Exactement, ouais. Donc au final, je pense pas que si vous installez ça sur un appareil un peu plus ancien, je pense pas qu'au final il y a de ralentissement comme on a pu en avoir des fois par le passé avec certaines mises à jour qui effectivement sur des appareils qui dataient un peu les rendaient beaucoup plus lents, voire même presque inutilisables. Là, a priori, je pense pas que ça sera le cas avec iOS 9. Ouais. Bon voilà, donc c'est pour demain, vers 19h. C'est ça. Étant donné qu'il y a les 9 heures de décalage avec la côte ouest, ça correspond à 10h du matin là-bas. Hein, exactement, ouais. Bon, donc Teddy, toi tu la fais pas demain? Non. Sébastien. De toute façon, à cette heure-là, je serai au travail. Donc, Bon, mais tu peux la faire le demain soir, par exemple. Ouais, mais bon, je pense que j'attendrai tranquillement ce week-end. D'accord. Sébastien? 9 points, donc je vais prendre le temps de repasser à la 9, 1 de ces 4. Oui, t'as déjà une version d'avance. Jean-Baptiste? Ouais, je vais passer de la bêta à la version finale, qui sera plus stable que la bêta. Donc, il faudra juste se mettre à jour
le système comme ça. Et sur qu'est-ce que tu as comme appareil? J'ai à peu près tout. iPhone, j'ai un peu près non, tout. mais iPhone, iPad et autres qui sont compatibles bien entendu avec la mise à jour iOS 9. D'accord, ok. Bon, écoutez, on vous souhaite un bon téléchargement. On rappelle qu'il est gratuit si vous avez un appareil compatible. Et puis, évidemment, la semaine prochaine dans iWeek, on fera le point sur ceux qui ont fait les mises à jour, sur les soucis rencontrés par les uns et les autres, ou pas d'ailleurs. Et il y aura WatchOS 2 aussi, je crois, demain, c'est ça? Pardon, t'as dit? Il y a WatchOS 2 aussi, je Exactement, crois. ouais. Absolument. Oui, c'est vrai que si vous avez une Apple Watch, vous allez pouvoir découvrir la deuxième génération du système d'exploitation de la montre connectée d'Apple. D'ailleurs, on en dira un mot tout à l'heure parce que on va parler tout à l'heure des applis dédiées à cette deuxième version de WatchOS. On va marquer une très courte pause et puis on va se retrouver dans un instant dans iWeek pour aborder les autres sujets d'actu, et le premier d'entre eux, c'est évidemment la keynote de mercredi dernier, d'il y a 6 jours. On va faire, comme promis, le débrief de la keynote. À tout de suite. Voilà, iWeek en direct en ce mardi soir 20h-21h avec vos tweets et les familiers de l'émission, les fidèles qui sont là, et d'autres aussi dont je découvre le nom sur Twitter. Soyez tous les bienvenus. Il y a les copains et les copains des copains, et au final ça fait du monde, donc c'est très sympa. Merci à vous d'être là, et on va s'intéresser à vos messages et à vos questions. Il y a Titou qui nous demande si c'est à partir du 4 ou du 4S pour iOS 9. Je crois que c'est le 4S. Je crois pas que ce soit pour le 4. Ah, c'est le 4S. Ouais, c'est le 4S. Ouais, c'est le 4S. Voilà. Donc, si vous avez le 4, vous resterez sous iOS 8. Il va falloir changer. Ouais. Il va falloir changer d'iPhone. C'est aussi fait pour ça, les mises à jour d'OS. Tout à fait. Voilà. Bon, la keynote, on va y revenir dans un instant. C'est promis, je viens de vous le dire, mais quand même, l'actu de ce mardi soir, c'est ce qui s'est passé il y a quelques heures à New York, avec la présence de Tim Cook. Alors, c'est assez marrant. Il a rendu une visite surprise, comme il le fait souvent, aux employés de l'Apple Store de la 5e avenue, le fameux cube que vous connaissez, le cube en verre. Et alors, pour le coup, on lit le détail de ce qui s'est passé dans cet article sur BuzzFeed. BuzzFeed, dont le journaliste a fait le trajet en limousine depuis Manhattan jusqu'à l'Apple Store avec Tim Cook. Il a profité du trajet pour faire son interview, et le papier est assez sympa. On a effectivement l'impression que la visite est totalement secrète et que personne dans l'Apple Store n'est au courant que Tim Cook va débarquer, à tel point que le vigile qui est à l'accueil et qui dit bonjour à tout le monde quand quelqu'un entre dans l'Apple Store commence à dire la phrase habituelle « Welcome to the », et puis il s'arrête au moment où il dit le mot Apple, il regarde la personne devant lui, c'est Tim Cook, et je ne sais pas s'il est devenu livide ou apparemment il était très content, en tout cas c'est ce qu'on dit officiellement, mais ça doit faire bizarre quand même quand le grand patron se présente. On n'a pas intérêt à avoir fait une tâche sur son polo bleu. Alors on apprend pas mal de choses. Dans cette interview réalisée par BuzzFeed. L'une des parties intéressantes concerne le monde Mac. Comme vous savez, la division iPhone est devenue vraiment la grosse cache machine d'Apple, à tel point que parfois on a un peu peur pour le reste. Et Tim Cook le dit comme ça. Je vois le Mac comme faisant partie d'Apple sur le long terme, et je vois de la croissance pour le Mac dans le long terme. Ça veut dire sans doute qu'il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter, même si l'iPhone est devenu dominant. On n'est pas prêt de voir Apple arrêter de faire des Macs. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, on va prendre les sujets de la keynote de la semaine dernière. Teddy, tu as pas mal bossé pour préparer l'émission de ce soir. On va commencer par l'iPhone, sur lequel on a déjà dit un mot à l'instant, avec donc les précommandes des iPhone 6S et 6 Plus qui ont démarré samedi. Oui, c'est ça. Et apparemment, c'est la folie. Ouais, alors pour l'instant, Apple n'a pas donné de chiffres, mais d'après les infos qu'on voit à droite ou à gauche, rassemblement, ça serait un niveau de commande qui serait encore supérieur à celui de l'an dernier. Ça s'attend à battre le record de 2014. Ouais. Ceci étant, si vous n'avez pas précommandé votre iPhone,
et que vous rendez dans un Apple Store le 25 matin, vous devriez normalement pouvoir mettre la main dessus parce que Apple a prévu des iPhones en quantité, tous les modèles. Donc c'est peut-être une occasion pour ceux qui ont voulu commander en ligne et avec des délais finalement de livraison qui étaient de 3-4 semaines. Hein, je crois qu'on en est là maintenant. Bah, finalement, de peut-être l'avoir le 25, c'est d'aller dans un Apple Store, puisqu'a priori, il y en aura. Ouais. Alors, on a quelques détails. Alors, c'est toujours difficile de faire la part entre le vrai du faux dans ce genre de sujet, mais on a pas mal d'infos dans ce papier sur le site de nos amis d'iPhone.fr. Alors, effectivement, le niveau des commandes a l'air particulièrement élevé, mais apparemment, encore, il faut vraiment mettre du conditionnel. Apple aurait du mal à produire l'écran de l'iPhone 6S Plus. Ouais. Mais moi j'ai vu, en fait, c'était pas dans cet article-là, c'était sur un autre site, mais je me souviens plus lequel, où effectivement il y aurait un composant au niveau de l'écran qui serait, un fournisseur japonais aurait des difficultés de production avec cet élément-là, et donc du coup Apple aurait dû se rabattre sur un autre fournisseur, lui aussi au Japon, et donc le temps que tout se mette en place, ce qui expliquerait qu'il y a peut-être un petit peu de retard, effectivement. Ouais. Finalement, organiser la pénurie, c'est toujours bon, hein, même chez Apple, y compris chez Apple. Oui, il faut le voir comme ça, ouais. Mais bon, après, voilà, je pense quand même qu'ils ont malgré tout prévu les stocks en conséquence, parce qu'ils avaient commandé, je crois, l'an dernier, autour de 75 à 80 millions d'iPhone pour le lancement, et je crois que cette année, c'est 90 millions. Donc, de toute façon, même s'il y a un surplus de commandes, a priori, ils peuvent l'honorer, je pense. Sauf s'il y a un vrai problème de fabrication. Hein, Voilà. Ça, on n'en est jamais à l'abri, malheureusement. Il y a deux aspects à la question, apparemment. Jean-Baptiste. Ouais, en fait, tout à l'heure, je regardais, et il y a toujours des 6 classiques, des 6S classiques qui sont disponibles en stock aujourd'hui, donc le mardi 15, pour la sortie le 25. Donc il est toujours possible en fait d'acheter des iPhones, de les précommander, d'être livrés le 25, mais que des 6S. Et tous les 6S Plus sont livrés à 2 à 4 semaines. Donc ce qui peut-être amène l'idée que oui, il y a un composant qui est compliqué à faire sur le 6S Plus, qui n'est pas sur le 6S, et qu'il y aura du stock le 25 à la sortie. Ouais, c'est ce qui s'était passé déjà pour le 6 Plus, non ? Il me semble, oui, qu'il y avait déjà eu je crois de cet ordre-là. Ouais. Si Eli était là, il nous dirait de manière certaine. Eli est peut-être pas loin de son écran, peut-être qu'il va pouvoir nous le confirmer avant la fin de l'émission. Donc voilà, les précommandes sont ouvertes. La dispo, c'est pour le 25 septembre, c'est-à-dire dans 9 jours. C'est jeudi de la semaine prochaine. Vendredi. Vendredi ? Ouais, vendredi 25. On est le combien aujourd'hui ? On est le 15. Ah, on est le 15. Dans 10 jours. Ah ouais. Voilà. Pourquoi je dis 9 jours alors ? J'ai un jour d'avance. En fait, on est le 15, il sort le 25, donc c'est bien dans 10 jours. Voilà, les estimations de dispo, ça serait entre 1,5 million et 2,5 millions d'iPhone 6S Plus pour le jour du lancement. Voilà, c'est ça. Ce qui serait apparemment très inférieur aux précommandes. On va rappeler que l'an dernier, pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, Apple avait vendu 10 millions d'exemplaires en 3 jours, dont 4 millions le premier jour. Donc si on est au-dessus, ça veut dire qu'on serait soit à plus de 10 millions sur 3 jours, soit à plus de 4 millions sur le premier jour. Bon, on va suivre ça de très près, évidemment. Parce qu'après, il y a tous ceux qui étaient sur un iPhone 5S qui avec un engagement de 24 mois, donc qui se termine, donc ils vont changer d'iPhone. Donc c'est des iPhones qui sont assez vieux, les 5S, qui sont plus trop jeunes. Donc tous ceux qui avaient un téléphone de l'iPhone 5S qui était acheté avec forfait en octobre 2013 arrivent à la fin de leur forfait. Donc peut-être que c'est d'où ce fait que bien que l'iPhone 6S et 6S Plus ont eu des précommandes magnifiques pour Apple. Ouais. L'iPhone toujours avec des précisions sur ce qu'on a appris la semaine dernière lors de la keynote. Il y a plusieurs points dont on peut parler. D'abord, c'est un détail, mais ça concerne le poids de l'iPhone 6S en tout cas. Est-ce que vous avez vu comme moi pourquoi il est légèrement plus lourd que l'iPhone 6 ? C'est parce qu'il a un nouveau capteur à l'intérieur. Non. C'est pas ça ? C'est pas le truc haptique qui vibre là ? Non, mauvaise réponse. Ah bon. Teddy ? Moi, je pensais que c'était par rapport à Force Touch, éventuellement, donc il était plus lourd.
Ah, tu chauffes. Voilà. Donc, tu chauffes ouais. Non, c'est lié. En fait, c'est effectivement lié à l'écran. L'écran fait 17 grammes de plus sur l'iPhone 6. Ouais, c'est ça. Et il fait presque le double. Hein, je crois qu'il fait 40 grammes au lieu de 20 sur l'iPhone sur l'iPhone 6S. Ouais, et 20 grammes de plus sur l'iPhone 6S Plus parce qu'il est plus épais et parce qu'effectivement il inclut la détection de le 3D Touch, 3D Touch, donc la force de pression sur l'écran. Et donc il est légèrement plus lourd. Le reste des composants ne changent quasiment pas. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu ce que Huawei a fait lors de l'IFA en présentant son Mate S? Ouais, ils en sont servis pour peser une orange. Exactement. Voilà, si vous voulez peser vos fruits, éventuellement. C'était pas une pomme qu'ils ont... ils auraient pu... Non, je crois qu'ils ont fait exprès. Hein. Je crois qu'ils ont pesé une pomme, non? Ils auraient pu peser une banane, mais je pense que la pomme, c'était pas prévu. Voilà, sachant que voilà, c'est le Huawei en question qui est donc le Mate S en version 128 Go qui dispose aussi d'une technologie Force Touch, mais qui pour l'instant est moins élaborée quand même que ce qu'on a pu voir dans les démos de 3D Touch la semaine dernière sur l'iPhone 6S. Quoi. Vous avez eu le temps de revoir un petit peu les vidéos et la keynote à propos justement de ce 3D Touch. Qu'est-ce que vous en pensez avec presque une semaine de recul? Je trouve que c'est bien, ça va permettre d'apporter de nouvelles interactions avec iOS 9. La seule chose après, c'est que c'est pas forcément visible. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que pour les gens qui sont un petit peu moins connaisseurs du produit, il y aura certainement des personnes qui auront l'iPhone 6S et qui ne sauront même pas qu'ils ont cette fonctionnalité-là. Ouais. Mais jusqu'au jour où ils appuieront un petit peu plus fort sur un mail, par exemple. Exactement. Et en fait, quand on regarde bien, c'est comme si on faisait un clic droit et ça amène des menus contextuels. Donc, je pense que ça permet de gagner du temps. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos de prise en main par les différents journalistes qui étaient sur place. Et ce qui revient, c'est que vraisemblablement, on s'y fait très très vite. Au bout de quelques minutes, là, on s'y habitue et ça fait gagner du temps. Donc, c'est bien d'avoir intégré. Oui. Sébastien? En plus, il y a des petites vibrations, donc ils vont être surpris la première fois qu'ils vont l'utiliser. S'ils ne savent pas que ça existe, ça va les surprendre. Et Jean-Baptiste? Si c'est comme Force Touch sur l'Apple Watch, c'est super pratique parce que ça permet de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on peut avoir sur l'écran basique. Donc ça permet d'avoir de double d'interaction sur l'écran. Donc ça peut amener avec des applications où si les développeurs sont super ingénieux, avec des nouveaux modes de reconnaissance, d'échange, qui peuvent être vraiment très sympas. Ouais. L'intérêt, c'est que c'est quand même, ça demande pas vraiment d'explication, c'est-à-dire que à partir du moment où on a compris une fois, en appuyant une fois un peu plus fort qu'il se passait des choses, on va être tenté un peu partout d'appuyer un peu plus fort pour voir si on peut pas gagner du temps ou utiliser ce raccourci. L'autre intérêt que ça peut avoir de ce que j'ai vu aussi, ce sera dans les jeux. Où effectivement, moi j'ai vu une démo d'un jeu où, alors j'ai pas le nom en l'occurrence, mais où en fait, donc le personnage dans le jeu a un pistolet et donc vous appuyez pour en tirer et plus vous appuyez fort et en fait plus il tire de balles en même temps, quoi, si vous voulez. C'est un peu ça le principe, quoi. Et donc ça peut amener aussi des interactions comme ça dans les jeux, le fait d'avoir différents niveaux de force. C'est dommage qu'il n'ait pas intégré à la nouvelle télécommande de l'Apple TV, vu qu'il s'oriente un peu vers le jeu. Tu crois pas que c'est un truc qui peut venir dans un deuxième temps? Ah oui, sûrement. Sûrement. Bon, en vous écoutant, je lisais le papier d'iGénération qu'on a sous les yeux et qui précise quand même un point important par rapport au niveau des précommandes. C'est qu'il y a une grosse différence entre cette année et l'an dernier avec l'iPhone 6. C'est que cette année, la Chine. Voilà, il y a 12 pays au lieu de 10 l'année dernière. Et parmi ces deux pays en plus, il y a quand même la Nouvelle-Zélande et surtout la Chine. Voilà. Forcément, ça doit augmenter le nombre de C'est-à-dire que la Chine, normalement, l'an dernier, était prévue aussi au lancement. Et puis finalement, je ne sais plus quel souci il y avait eu. Et du coup, ça avait été repoussé de presque un mois, finalement, le lancement en Chine. Mais là, effectivement, ils sont là dès le premier jour. Donc, c'est sûr que ça ne peut que faire augmenter les ventes par rapport à 2014. Et il faut dire que les coloris or rose et or jaune sont très très présents en Chine.
Donc ça vraiment, d'après les premières infos qui ont pu tomber, c'est ce qui a été le plus commandé en Chine, donc d'où le fait de l'explosion des précommandes cette année. Et oui, et je parlerai du rose aussi. Le rose, je pense qu'il a été clairement fait pour ce marché-là. Enfin, pas uniquement, il se vendra partout, mais il aura beaucoup de succès en Asie, ça c'est certain. Alors il y a un point qui, sauf erreur de ma part, ne nous concerne pas encore, c'est ce fameux programme de mise à jour de l'iPhone, l'iPhone Upgrade Programme, qui permet en fait pour 32, enfin à partir de $32 par mois aux US, de changer d'iPhone tous les ans. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous engagez. En fait, c'est un peu comme un système de leasing, comme vous pouvez trouver avant dans les voitures, pour acheter des voitures. C'est-à-dire que là, vous engagez pour 2 ans, vous payez $32 par mois, je crois, c'est ça. Et à l'issue de la première année, vous pouvez changer. Par exemple, là, vous prenez cette année l'iPhone 6S et l'an prochain, vous prenez l'iPhone 7 et vous repartez à nouveau pour 2 ans. Donc, l'intérêt, si vous voulez, c'est aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de sortir comme ça 700 ou 800 euros d'un coup pour s'acheter le téléphone, de pouvoir le prendre et puis d'étaler le paiement, enfin, de payer sur plusieurs mois. C'est pas un crédit, ceci étant, c'est vraiment de la location, quoi. Alors, on dit beaucoup que c'est une manière pour Apple de ravir une partie du business des opérateurs américains, finalement en s'attachant les clients qui autrefois prenaient un forfait avec 2 ans d'engagement. Et l'engagement, il était auprès de l'opérateur, il n'était pas auprès d'Apple. Désormais, les clients vont être liés à Apple pour bénéficier du renouvellement de leur iPhone. Sachant qu'en plus, si vous prenez... Enfin, nous, on ne pourra pas, parce que pour l'instant, c'est réservé aux États-Unis. Mais les Américains qui utiliseront ce système-là auront un iPhone qui sera des SIM-lockés, donc auront le choix total de leur opérateur. Donc c'est vrai que je pense qu'Apple de plus en plus montre qu'il veut s'affranchir des opérateurs. On a entendu parler il y a quelques temps qu'éventuellement ils pourraient installer leur propre carte SIM dans les iPhones dans le futur. Je crois que ça existe déjà d'ailleurs sur certains iPads, aux États-Unis toujours. Donc c'est vrai que du côté des opérateurs, je pense que ça doit commencer un peu à serrer les fesses. Jean-Baptiste, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Jean-Baptiste, est-ce que tu penses que c'est un système qui pourrait arriver en France? En France, pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses qu'Apple a lancées qui ne sont jamais sorties en France. Apple Pay, ça a été sorti l'année dernière, c'est pas encore arrivé en France. Plein de nouveautés de iOS 9, par exemple le métro et autres, les transports en commun ne sont pas encore arrivés en France. J'ai l'impression qu'Apple privilégie grandement les États-Unis à tous les autres pays. On va en parler justement. Et la France, certes, un pays très porteur pour Apple, mais peut-être que c'est pas autant porteur que ça pour sortir des nouveautés en avant-première. Mais cela dit, s'ils le sortent, je pense que ça remporterait quand même pas mal de succès, parce que moi j'ai vu cette info sur différents sites, et quand vous allez lire les commentaires, vous verrez qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par ce système, qui seraient prêts à payer leur envol tous les mois à Apple, en ayant la promesse de pouvoir changer leur iPhone tous les ans, quoi. Bon, on va suivre ça. C'est vrai que il y a pas mal quand même de nouveautés qui débarquent d'abord aux États-Unis et qui ensuite sont développées dans le reste du monde. Alors pourquoi pas? On va suivre ça évidemment de près. Vos tweets avec le hashtag iWeekTV. Alors évidemment, on se fait reprendre par nos amis d'Andromag qui nous marquent à la culotte. Ils nous suivent de près. Y compris quand on dit des bêtises. On a dû dire une bêtise à un moment, puisque Mathieu Dos Santos, que vous retrouvez avec Samy et Marie dans Andromag, un lundi sur 2 à 20h pour l'émission 100% Android, oups, j'ai rien dit, nous rappelle que voilà, il faut pas mélanger. Le Force Touch, c'est chez Huawei, et le 3D Touch, c'est chez Apple. On a dû confondre les deux à un moment. Force Touch, non, on a parlé de la montre, et sur la montre, c'était bien marqué Force Touch. Voilà, donc attention Mathieu, mais sur l'Apple Watch. Alors sur l'Apple Watch, c'était marqué Force Touch. Sur l'Apple Watch et sur le MacBook aussi. C'est Force Touch, ouais. Ah, alors, bon, Mathieu, désolé, mais c'est toi qui te trompes, alors, visiblement. bien essayé, c'est vrai, bien essayé. Et donc, du coup, Huawei a aussi utilisé l'appellation Force Touch, on est bien d'accord. Voilà, exact. Donc, j'espère qu'ils ont protégé 3D Touch. Oui, c'est ça, voilà. Non, 3D Touch, chez Apple, pour le coup.
Mais j'espère qu'ils l'ont protégé parce que s'ils ont pu reprendre Force Touch, sur le prochain Huawei, on aura le 3D Touch. Ouais. Ben, tu sais, sur Force Touch, il va forcément y avoir une petite remise des pendules à l'heure. Parce que si les deux marques l'utilisent, il y en a forcément une des deux qui a pas le droit. Donc, ça va être sympa à suivre. Bon, on continue. Alors, à parler de cet iPhone 6S, qu'est-ce qu'on a encore en stock? Je ne sais pas. La stabilisation optique qui est sur le 6S Plus, toujours pas sur le 6S, comme le dernier. Ouais. C'est dommage qu'ils réservent ça à la version Plus. Ouais, mais ça, c'est pas une surprise en même temps. Hein. Est-ce que c'est un problème de place interne? Peut-être, je sais pas, mais bon, moi je pensais que sur cette génération-là, ça serait généralisé, à la fois au 6S et au 6S Plus. Bon, c'est juste réservé au 6S Plus. Ouais, je crois qu'il avait effectivement expliqué par un problème de place. C'est possible. Ouais. Et pour la 4K, je pense pas qu'il y aura de stabilisation. Je crois qu'ils ont annoncé qu'il n'y avait pas le stabilisateur se désactivait quand on va filmer en 4K. Marche en Full HD. Voilà, oui. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du débrief côté iPhone. En attendant, dernière chose peut-être, c'est les iPhones, ils commencent en 16 Go toujours, alors qu'on filme en 4K et 12 millions de pixels. C'est quand même assez, ridicule de proposer un iPhone qui commence à 750 € en 16 Go. Ouais. Quand on filme en 4K et on fait des photos en 12 mégas. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut partir sur de filmer en 4K, oui, partez directement sur 64. Ouais. Parce que si vous filmez en 4K, au bout d'une demi-heure de vidéo, votre iPhone il sera plein, 16 Go. Ouais. Donc, ça... Teddy, fais juste attention à un truc, c'est que plus l'émission avance, plus tu avances aussi vers ta webcam. On dirait que tu vas finir par la manger. Fais attention. Je vais faire attention, je te promets. C'est pas que tu as tellement de cheveux à nous montrer, mais... Ça, non, de ce côté-là, ça va. Ça ne prend pas très longtemps le matin pour finir. Bon, un sujet de transition entre l'iPhone et les autres appareils annoncés mercredi dernier, le nouvel Apple TV et l'iPad Pro, c'est des précisions sur la quantité de mémoire embarquée. On s'est posé la question la semaine dernière et on en sait plus désormais. Finalement, c'est pas si mal que ça. Puisque l'iPad Pro est le seul à bénéficier de 4 Go de mémoire vive. Tous les autres appareils, y compris l'Apple TV, y compris l'iPad mini 4, ont 2 Go, ce qui est bien. Oui, ce qui permet à l'iPad mini 4 du coup d'avoir des performances assez intéressantes. Ouais. Ça se vaut, je crois que ça équivaut à peu près, c'est légèrement en dessous d'un iPhone 6. Et c'est forcément moins qu'un iPad Air 2, puisque sur l'iPad Air 2, le processeur c'était un i8X, alors que là sur l'iPad mini 4 c'est un i8 seulement. Mais ceci étant, ça en fait quand même une tablette très très puissante du coup. On va revenir sur l'iPad dans un instant. On va commencer par l'Apple TV, mes chers amis. Qu'est-ce que vous avez pensé à posteriori de ce qu'on nous a montré la semaine dernière? L'Apple TV, est-ce que c'est une vraie révolution pour ce petit boîtier qu'on branche à la télé? Non, révolution, mais en même temps, je pense pas qu'on attendait de ce boîtier-là d'être une révolution. Après, l'Apple TV, c'est toujours un petit peu particulier d'en parler pour nous, parce que c'est vrai qu'en France, nous, on a les box, donc forcément, son intérêt est de suite plus relatif qu'aux États-Unis, par exemple. Ceci étant, moi, l'Apple TV, j'ai la génération précédente déjà depuis 2-3 ans, c'est un appareil que j'utilise beaucoup, parce que... Comme j'expliquais là, pour ceux qui nous ont suivis la dernière épisode de l'école des fanboys, c'est que je pense que la manière de consommer la télévision a vraiment changé ces dernières années. Et lorsque Tim Cook a dit l'avenir de la télé c'est les apps, je pense qu'il n'a pas complètement tort. Et c'est vrai que moi personnellement, je ne consomme quasiment plus jamais la télé en direct, parce que je regarde pas beaucoup la télé, mais le peu que je regarde la télé, je le regarde généralement en replay sur mon iPad et je projette grâce à AirPlay, grâce à mon Apple TV sur ma télé, quoi. C'est comme ça que je regarde la télé finalement. Et c'est vrai que là, avec ce nouveau boîtier Apple TV, pouvoir le faire directement sur ma télé sans avoir besoin d'utiliser mon iPad et puis commander tout ça à la voix avec Siri, je trouve ça vachement bien. Ouais.
Moi, c'est la phrase qui m'a marqué, hein, c'est vraiment la phrase de Tim Cook qui m'a le plus marqué la semaine dernière. Effectivement, c'est quand il a commencé la partie sur l'Apple TV en disant que pour lui, les apps étaient le futur de la télé. C'était une sorte de déclaration assez massive. Et c'est moi, je crois assez, parce que en fait, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les nouvelles générations, les jeunes, la plupart, souvent, par exemple les étudiants, n'ont pas de téléviseur chez eux. Et leur moyen de regarder la télé, c'est vraiment soit l'iPad, par exemple. Et que ça change complètement la manière dont on consomme la télé. D'ailleurs, je pense que c'est pas non plus pour rien si cet été, Watch TV a sorti son application pour iPad, et je pense des gens qui regardent Watch TV aussi comme ça, tu vois, avec une application sur leur iPad. Donc après avoir la même chose sur l'Apple TV, directement sur l'Apple TV, je pense que c'est bien aussi. Justement, les chaînes françaises n'ont pas l'air, pour l'instant, emballées. Moi, je trouve ça dommage pour le coup, tu vois. Alors, autant Canal, bon, avant la keynote, il y avait des infos qui circulaient comme quoi MyCanal serait peut-être intégré. On parlait peut-être même qu'il serait présent à la keynote. Enfin, ça, j'y croyais pas trop. On y a cru à un moment, hein. Ouais, mais moi, j'y croyais pas trop. Je vais t'expliquer pourquoi, et c'est ce qui est d'ailleurs évoqué là dans l'article qu'on a à l'écran là. C'est que faut pas oublier que Canal+ a sorti au mois de juin le Cube S, qui est un appareil qui est un petit peu concurrent de l'Apple Watch, hein, finalement, qui fait sensiblement la même chose. Donc eux, je peux comprendre qu'à la limite ils aient moins d'intérêt, enfin moins de motivation à aller sur le boîtier. En revanche, les autres, que ce soit Plus pour France Télévisions ou MyTF1 ou M6, on va pas tous les citer. Je pense qu'obligatoirement à terme ils y viendront. Ce serait dommage pour eux de ne pas y aller, franchement. Peut-être qu'on peut demander à notre voisin suisse si les chaînes suisses manifestent un autre type d'intérêt pour l'Apple TV. Sébastien? Écoute, je pense, parce que nous, sur nos box, déjà on n'a pas d'application. Donc c'est des box limitées simplement à la télé. On a un peu de VOD dessus, mais on n'a pas accès à Netflix. Donc je pense que ça peut être intéressant. Surtout que moi, par exemple, j'ai une télé Samsung et j'utilise Netflix dessus et j'utilise d'autres applications, mais franchement, pour moi, c'est mal développé. Donc, je me réjouis de voir l'application Netflix pour l'Apple TV avec Siri. Et je pense que s'ils développent vraiment des trucs fluides et des trucs faciles à utiliser, ça peut peut-être prendre. Mais en tout cas, sur les télés connectées de maintenant, je trouve que les applications, elles sont vraiment pas terribles. Alors en revanche, il y en a qui sont très très intéressés par l'Apple TV. C'est des applis qu'on connaît bien, et notamment VLC, le lecteur vidéo universel. Hein. Ouais, exactement. Ces différents media centers alternatifs là, qui permettent de streamer des fichiers. Donc il y a Infuse, il y a Plex, et puis donc VLC apparemment, qui sont intéressés pour arriver sur l'Apple TV. Alors Plex, sur la génération précédente de l'Apple TV, c'était déjà possible. Alors dans un premier temps, c'était en jailbreakant, et puis ensuite, on pouvait aussi le faire sans jailbreaker, mais ça nécessitait quand même une petite bidouille. Donc c'était compliqué, mais là, visiblement, ça passerait par une application, donc. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Avant, il fallait bidouiller pour lire autre chose que des fichiers qui passaient par l'iTunes Store, en gros. Hein. En gros, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que là, ça permettrait de lire quasiment tout type de fichiers grâce à ces applications-là installées sur le boîtier Apple TV. Y compris de l'AVI, du MKV, etc. Voilà, tous ces fichiers. Ouais. Tu pouvais le faire avant, mais avec AirPlay depuis un Mac, par exemple. Est-ce que c'est pas étonnant? Est-ce que c'est pas étonnant au moment où on dit qu'Apple négocie de manière très intensive avec les ayants droit, les studios, etc., qu'ils ouvrent cette possibilité-là? Ouais, effectivement. Ça va être compliqué, à mon avis. Qu'est-ce qui va être compliqué, Sébastien? Parce que c'est pas comme la musique où ils ont racheté Beats et puis ils ont utilisé un peu le savoir-faire. La télévision avec les droits, je crois que c'est hyper compliqué. Ouais. Bon. Déjà Netflix, ils sont en train de perdre des films, par exemple. Ils ont perdu des films dans leur catalogue. Donc je pense que ça va être une grosse guerre au niveau des droits cinématographiques et au niveau des séries aussi, parce que ça rapporte énormément d'argent. Netflix, ça marche très bien aux États-Unis. En France, je crois pas qu'on ait encore de chiffres en France.
Le buzz est un peu retombé sur Netflix quand même. Bah, c'est sorti il y a un an, donc peut-être qu'on va peut-être pas tarder à en avoir des chiffres. Peut-être qu'on aura un bilan au bout d'un an de ce que ça donnait, parce que je crois qu'on y est. C'était comme c'était en septembre, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu réellement de chiffres. Alors sur l'Apple TV, on a droit à un système d'exploitation qui est dérivé d'iOS, qui s'appelle tvOS, et donc il n'y aura que des applis natives sur l'Apple TV. Pour l'Apple TV, ça veut dire qu'on va pas pouvoir réutiliser les applis qu'on avait développées, par exemple, pour l'iPad. C'est-à-dire qu'en fait, là, Apple fait un peu la même chose que ce qu'ils ont fait avec l'Apple Watch. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une application sur l'Apple TV, ce sera forcément une application native. Vous ne pouvez pas utiliser ce qu'on appelle les WebView. C'est-à-dire les WebView, c'est des pages web qui sont encapsulées dans une vue web, justement, pour schématiser, quoi. Et ce qui est en fait d'ailleurs le cas d'une très large majorité des applications sur iPhone et sur iPad. Ça, vous pouvez pas en mettre sur l'Apple Watch, et principalement on pourrait pas non plus, ça sera pas possible non plus sur l'Apple TV, de ce que j'ai compris. Ça veut dire que ça va devenir exigeant pour les développeurs. Il va falloir faire un vrai travail de... Voilà, c'est pour ça que je pense que par contre les applications risquent peut-être de prendre un peu de retard avant d'arriver sur l'Apple TV, parce que là la sortie est prévue au mois d'octobre. Bon, ça leur laisse encore un petit peu de temps. Alors Apple a sélectionné des développeurs à qui ils ont envoyé un mail hier en leur offrant la possibilité d'acquérir un Apple Watch pour 1 €. Apple TV. Apple TV, pardon, oui. Pour commencer à développer donc des applications dessus. Donc là, on est mi-septembre. Est-ce qu'il y aura déjà des applis qui sont prêtes au moment de la sortie à voir. Mais c'est vrai que du coup, ça peut retarder. Mais en contrepartie, au moins, ce sera des applications qui auront été réellement faites pour cet appareil. Et je pense que pour l'expérience utilisateur, au final, c'est mieux. Ouais. En fait, il y a eu un tirage au sort hier soir des développeurs qui ont le droit de recevoir ce kit pour commencer à développer sur l'Apple TV. Donc, tu as une Apple TV, toi, déjà, Teddy. Sébastien aussi. Oui. Ouais. Oui. Et moi aussi. Toi aussi. Ouais. Toi aussi. Ouais. Moi... ça marche déjà, alors. ça marche déjà. Et moi, j'en ai une, mais je l'utilise assez peu. Donc, j'ai hâte de voir arriver cette nouvelle génération. Et notamment de voir ce que ça va donner en termes de jeu, de console. De jeu. Ouais, c'est ça. Ça va être intéressant de voir ça. Là, par contre, la seule petite déception que j'ai par rapport à l'Apple TV, c'est qu'on en parle déjà depuis un certain temps comme étant une sorte de hub numérique, enfin, pour les objets connectés. Via HomeKit, et HomeKit, ça avait fait une slide à la WWDC, et là, sauf erreur de ma part, dans la keynote de la semaine dernière, ils n'ont même pas parlé du tout. Donc vraisemblablement, ça continue à prendre du retard, et c'est dommage, parce que ça aurait pu être intéressant aussi de le voir comme une centrale domotique finalement, pour contrôler ces différents objets. Ouais, mais je pense qu'HomeKit aura droit sans doute à son propre événement dans pas très longtemps, à mon avis, ça va nous tomber dessus, et quand ça va arriver, ça va faire mal, comme on dit. On va passer à la dernière grande partie de cette iWeek numéro 4. Il nous reste une petite dizaine de minutes, pas beaucoup plus, pour parler ensemble de l'iPad Pro, de l'iPad Mini 4. Cet iPad Pro, moi, plus les jours passent, plus j'en ai envie. Ouais, c'est vrai que c'est une belle machine, et moi, ce qui surtout m'impressionne, c'est l'écran. En fait, je l'ai pas vu en vrai, mais rien qu'en voyant donc déjà la définition, enfin, c'est du 1732 par 2048 pixels, c'est-à-dire supérieur à ce qu'on trouve sur les MacBook Retina. Ça fait, au final, je crois que ça fait 5,6 millions de pixels. Et puis surtout, exactement. Une info que j'ai découvert hier ou avant-hier, c'est que ces écrans, en fait, utilisent la technologie IXO de Sharp. Et donc, en fait, moi, je vous montre, là, j'ai un téléphone Sharp. C'est un modèle assez rare. Parce qu'en Europe, je savais même pas qu'il y avait des téléphones Sharp, c'est pour te dire. Ouais, et donc, comme tu peux le voir, il n'y a pas de bord. C'est un écran sans bord.
et qui utilise donc cette technologie XO. Et moi, je peux vous assurer, ça fait 1 an que je m'amuse avec ce téléphone. C'est pour moi les plus beaux écrans que j'ai vus, vraiment. Ouais. Parce que la technologie XO, pour faire court, en fait, c'est que ça rajoute des sous-pixels blancs au traditionnel, ce qu'on appelle les RGB, c'est-à-dire red, green et blue, rouge, vert et bleu, et ce qui améliore le rétroéclairage, et ça donne des images qui sont vraiment magnifiques. Et c'est pour ça que j'ai ce téléphone un petit peu particulier, que je l'ai fait venir exprès du Japon. Et donc, j'étais ravi de constater que c'était un écran comme ça, XO de Sharp, qui est sur cet iPad Pro. Couplé avec 4 haut-parleurs, je pense que quand vous regardez un film, ça doit vraiment être sympa. Jean-Baptiste, ça va. Il va venir agrandir ta collection d'objets. Je pense, ouais, parce que moi qui bouge beaucoup, avoir un ordinateur tout le temps, un MacBook Pro à transporter, ça recommence à être lourd. Et en fait, un iPad Pro, c'est exactement la même taille, 12 pouces, 9 que mon MacBook Pro qui est un 13 pouces. Donc au final, je peux très très bien m'en servir pour monter des vidéos sur iMovie, pour faire tout ça. L'écran est magnifique, il est super fin, il est super rapide, voilà, c'est tout du Apple. Peut-être qu'il est juste sur iOS, peut-être le point faible que je peux lui donner, parce que iOS est fermé comparé à macOS X, où là on peut avoir des applications comme Adobe et autres. Qu'est-ce que tu veux dire, il est juste? Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par il est juste? iOS, on a des applications qui sont simplement sur l'App Store. On peut pas avoir des applications Adobe par exemple, Premiere et autres, qui sont pas disponibles. Donc si on monte par exemple sur Premiere des vidéos, on ne pourra pas les utiliser sur l'iPad. Donc ça va peut-être bloquer certaines personnes à l'achat de cet iPad. Ouais, bon, je peux te dire que je reviens d'Amsterdam à l'IBC où j'ai vu les gens d'Adobe. Voilà. Ils n'ont rien dit de manière très, très explicite, mais implicitement, j'ai bien compris que Premiere arrivait sur l'iPad Pro bientôt. Voilà. Ok, bonne nouvelle. Donc, tu vas pouvoir t'éclater sans doute avec l'iPad Pro. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus qu'on ne sache pas de la semaine dernière? Par rapport à peut-être... En tout cas, il fait envie. Hein. Il fait envie parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient retrouver les caractéristiques de l'iPad Pro dans un iPad de plus petite taille. Ouais, justement, par rapport à sa taille, tu vois, pour ceux qui se demandent un peu à quoi ça peut correspondre, ça correspond en grosso modo à une feuille A4. Et si on ramène par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, j'ai un iPad mini, on va mettre ça comme ça. Voilà, si je vous montre, par rapport à un iPad mini, ça fait ça, en gros. Ouais. Voilà, donc ça vous montre la différence de taille. Par contre, si je vous montre par rapport à un iPad premier du nom, le tout premier, parce que je l'ai encore, et il fonctionne encore d'ailleurs, il y a un écart sur la longueur, mais pas trop sur la largeur, enfin moins important sur la largeur. Et ton iPad, il a souffert de oui, dos. C'est-à-dire que en fait, désormais, c'est mes enfants, donc forcément. Ah d'accord, très bien. Donc, bienvenue au club. Mais le truc surtout, c'est que si je vous le compare avec l'iPad premier du nom, c'est qu'il fait sensiblement le même poids. Mais comme il est beaucoup plus long, enfin il est plus long et plus large, au final, quand on l'a en main, il apparaîtra sans doute plus léger. Donc c'est cool. Moi, il me fait envie, vraiment. Bon. Il faut espérer que l'iPad Air 3, on va retrouver des caractéristiques de cet iPad Air Pro dedans, quoi. Oh, ça n'a pas l'air d'être parti pour. Je ne sais pas si ce serait judicieux d'Apple de lancer un iPad Air 3. Alors qu'on va avoir un iPad Pro, on a eu un iPad 4. Non, mais il n'y en aura pas cette année, clairement. Peut-être l'année prochaine. Pas cette année, c'est sûr. Non, il n'y aura pas d'autres events cette année, puisqu'ils ont précisé que donc, Yosemite sortirait le 30 septembre, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres keynote pour revenir sur Yosemite. Qu'est-ce que tu as dit? C'est El Capitan. C'est El Capitan. El Capitan, pardon. El Capitan. El Capitan, si. Si, seigneur. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait, pardon. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vu qu'on connaît déjà la date, c'est qu'a priori, ils ne vont pas revenir dessus et il n'y aura pas d'autres events d'ici à la fin d'année, je pense pas, ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas. Surtout qu'ils ont mis à jour l'iPad mini. Donc ça c'est fait, les iPads c'est fait pour ça. Justement, ils ont mis à jour l'iPad mini et l'iPad mini apparemment on a vraiment dans le ventre. Hein. Ouais, non, en termes de puissance, c'est une bête de course. Ouais, c'est clair. Et puis bon, moi j'ai lu le papier de notre camarade Eddie Magnette là sur tablette tactile. Et moi, ce qui m'a étonné par rapport avec l'iPad mini 4,
C'est son poids surtout, parce que là on descend en dessous des 300 grammes, donc c'est vraiment très très léger pour une tablette, quoi. Donc parce qu'il reprend la finesse de l'iPad Air 2, tout simplement, et il fait 6,1 mm, et donc en poids il descend en dessous des 300 grammes. Donc je pense que quand on l'a en main, ça doit être assez impressionnant quand même. Voilà, et on vous conseille évidemment cet article d'Eddie Magnette que vous retrouvez régulièrement dans iWeek, et on espère qu'il sera de retour bientôt quand il aura résolu ses problèmes de connexion là-haut dans le Nord. Il nous reste 2 minutes pour aborder 2-3 autres sujets de l'actu très, très rapidement. La première news, ça concerne Hopstop. J'ai réussi à le dire sans me tromper. Cette start-up qu'Apple avait achetée il y a 3-4 ans, qui fournissait justement ces fameuses données de transit, métro, etc., dans plus de 100 villes aux États-Unis. En fait, l'appli indépendante va disparaître dans une quinzaine de jours pour être intégrée directement à plan dans iOS. Ouais. Absolument. Autre info, elle concerne ceux qui ont une Apple Watch. Ça peut peut-être vous intéresser. Alors, je sais pas si Ellie va pas bondir et faire des sauts au plafond. Pourtant, c'est une très bonne marque, Lunatic, qui faisait déjà des bracelets à l'époque où l'iPod Nano pouvait servir de montre. Ça pouvait servir de montre, voilà. En tout cas, ce fameux Epic Aluminium est maintenant dispo. C'est une carrosserie complète qui vient autour de l'Apple Watch. Ils n'ont pas donné, $140. C'est pas complètement donné. Et puis, une autre info, alors on sort un peu du monde Apple, mais c'est quand même un des produits préférés de Steve Wozniak, donc on n'en est pas si loin. Ça concerne Segway. Et vous les avez forcément vus, ces nouveaux skateboards motorisés qu'on a vus notamment ces derniers jours à l'IFA et à l'IBC. Alors il y a le Solo Wheel qu'on vous avait présenté sur Watch dans le garage, et puis il y a aussi Overtrax qui est la planche qu'on vient de voir. Segway leur fait un procès pour défendre ses brevets. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler du même type d'engin. Ce sera notre mot de la fin. Vous en pensez quoi de ces petits moyens de transport hyper pratiques? C'est très pratique. Moi, je connais plus le Solo Wheel parce que mon camarade Charles Libert, qui est comment dirais-je, un des ambassadeurs de Solo Wheel pour la France, même s'il ne travaille pas officiellement pour eux, mais qui fait beaucoup pour la notoriété de cette marque. Je crois d'ailleurs qu'ils étaient venus dans une émission dans le garage, exactement. Ouais, exactement. À voir en replay sur Watch.tv. Et moi, je trouve que c'est bien ça. L'émission était très bien. Pour le coup, moi, je l'avais vue et c'était très bien expliqué. Parce qu'en fait, on fait pour les gens qui habitent en ville. Pour les gens qui habitent en ville, en fait, on passait beaucoup de temps en voiture pour faire très peu de kilomètres finalement. Alors, pour des courtes distances comme ça, c'est très bien ce genre d'appareil finalement. Bon, voilà, on va s'arrêter là-dessus, les amis. Avant de nous quitter, je voulais attirer votre attention sur les podcasts de Watch TV sur l'iTunes Store avec cette mise à jour sur laquelle on n'a pas encore fait beaucoup de com, mais qui est très importante, qui vous concerne directement, vous qui êtes dans l'écosystème Apple. On vous propose désormais tous les programmes de Watch en 5 podcasts, HD, large, medium, small et audio. Voilà, ça inclut évidemment iWeek, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Le type de podcast, le format dépend essentiellement de l'appareil sur lequel vous allez les lire, et le format audio, c'est génial dans la salle de sport ou en voiture. Si vous n'avez pas forcément le temps de les regarder, vous pouvez au moins écouter les programmes de Watch. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste d'être venu. Merci à Teddy, à très bientôt, et merci à toi Sébastien. À une prochaine. Salut. C'était un plaisir. C'était un plaisir aussi de vous avoir avec nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain à 20h en direct pour un nouvel épisode d'iWeek. D'ici là, les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.